Alors bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue à ce webinaire sur la précarité énergétique et les actions d'énergie solidaire pour lutter contre la précarité énergétique. On va être ensemble jusqu'à 19h30 environ. Pour information, ce webinaire il est enregistré. Donc si vous êtes sociétaire d'Enercop, vous pourrez le retrouver sur le Village, qui est la plateforme, le réseau social des sociétaires d'Enercop. Ce webinaire, il va se dérouler en deux parties. La première partie, ça va être Kevin d'Énergie Solidaire qui va vous parler de la précarité énergétique et des actions d'énergie solidaire. Et ensuite, on aura une partie de questions-réponses. Donc, vous pouvez poser vos questions directement via le chat. On y répondra donc à l'oral à la fin de cette présentation ou alors de la présentation de Kevin ou alors à l'écrit. Et donc, c'est Marianne d'Énergie Solidaire et Lucie d'Enercop qui vous répondront directement à l'écrit. Petit rappel, là on est sur un format de webinaire. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité d'activer votre caméra ou votre micro, mais n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat ou à nous partager aussi vos meilleurs poissons d'avril, parce que c'est quand même le thème du jour. Du coup, moi, c'est Nina Marché, je suis chargée de vie coopérative à Enercop. Je vais vous faire quand même une petite présentation rapide d'Enercop pour les personnes qui ne connaissent pas, parce que peut-être qu'il y a des gens ici qui ont vu passer l'info sur les réseaux sociaux. Donc, Enercop, c'est un fournisseur d'électricité 100% renouvelable qui fonctionne en coopérative. Ça a été créé en 2005, Enercop, dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché de l'électricité français. Donc, comme vous voyez sur la slide, voilà comment ça se passait avant 2005. C'était EDF qui gérait toute la filière et aujourd'hui, c'est des acteurs multiples privés. Sauf pour le transport et la distribution. Du coup, l'ouverture à la concurrence ça a été un peu une opportunité pour les fondateurs d'Enercop de faire différemment, de proposer un projet plus vertueux socialement et environnementalement. Et l'idée, c'était d'assurer à toutes et à tous l'accès à une énergie renouvelable à un prix abordable. Pour vous donner quelques chiffres rapidement, des chiffres clés, alors qui datent du début d'année, parce qu'aujourd'hui, on a dépassé les 100 000 clients et clientes, et on a plus de 53 000 sociétaires qui sont répartis dans 11 coopératives sur les territoires. 11 coopératives parce qu'en effet, Enercop, c'est un réseau. On peut le voir sur la slide suivante, avec une coopérative nationale qui est fournisseur d'électricité, Enercop National, et 10 coopératives locales qui réalisent la transition énergétique sur les territoires, en commercialisant l'offre d'électricité, en tissant des liens avec les partenaires locaux et en animant la vie coopérative, etc. Du coup, le projet Enercop, il est fondé sur les trois piliers du scénario Négawatt dont Kevin va vous parler tout à l'heure. Vous allez voir, il y aura un petit schéma qui sera peut-être plus clair pour vous. Ces trois piliers, c'est énergie renouvelable, sobriété énergétique et efficacité énergétique. Et c'est sur ce dernier pilier qu'intervient énergie solidaire. Du coup, je vais laisser la parole à Kevin pour la suite. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site internet enercop.fr ou nos réseaux sociaux. Bonjour à toutes et à tous. Merci Nina pour cette présentation. Donc, je m'appelle Kevin Chaplet, je suis directeur de l'association Les Amis d'Enercop depuis 2015 et je travaille sur le programme d'énergie solidaire depuis cette date-là, un programme qui s'est transformé en fonds de dotation donc en 2017. Donc ça tombe bien, je vais vous parler de l'association Les Amis d'Enercop dans un premier temps, parce que c'est un peu la genèse de ce projet. L'association Les Amis d'Enercop, elle a été créée un petit peu après la création de la coopérative, dans le but de l'appuyer dans son développement en menant des actions complémentaires au métier d'Enercop, qui est le métier de fournisseur d'énergie. Et après avoir d'abord mené des actions de plaidoyer pour promouvoir une transition énergétique citoyenne, l'association s'est transformée peu à peu en incubateur de projets complémentaires à ce que fait Enercop, encore une fois, en tant que fournisseur d'énergie. Et donc, peut-être que vous les connaissez, peut-être pas. Je vous présenterai rapidement. Donc, il y a eu d'abord le programme Dr Watt, donc qui est un outil à destination des clients d'Enercop qui le souhaitent pour les aider à être plus sobres dans leur consommation énergétique, notamment chez eux. C'est aussi maintenant ouvert, il me semble, aux entreprises, aux professionnels qui souhaiteraient faire ce travail aussi en leur sein. Deuxièmement, ensuite, énergie partagée. Donc, énergie partagée qui est un mouvement donc, qui accompagne et qui contribue au financement des projets citoyens de production d'énergie renouvelable, que vous connaissez aussi certainement. Et dernièrement, donc, le dernier petit bébé, on va dire, de l'association, il s'agit d'Énergie Solidaire. Énergie Solidaire, donc un programme qui permet, dont l'idée, l'objectif initial, c'est ça, c'est de créer
de nouveaux liens de solidarité entre toutes les parties prenantes à la transition énergétique en cours et la précarité énergétique, les personnes et les ménages donc en situation de précarité énergétique. Donc, voilà, Nina l'a présenté rapidement, elle a parlé des trois piliers du scénario Négawatt, que vous connaissez aussi, peut-être certainement aussi. Donc voilà, en fait, le programme Dr Watt, il s'attaquait surtout aux questions de sobriété. Enercop ainsi qu'Énergie partagée agissent surtout sur l'axe du développement des renouvelables, donc de la fourniture d'énergie à 100% renouvelable en France. Et un pan qui n'était pas encore adressé par la coopérative et son écosystème, c'était l'efficacité énergétique au travers de la lutte contre la précarité énergétique, donc encore une fois. Et donc une petite question de quiz d'abord, pour un peu plus d'interaction, et pas que je fasse que parler, pour pas que vous vous endormiez. Je vous propose donc deux questions. Une première, il s'agit de savoir, selon vous, combien de personnes sont en précarité énergétique en France aujourd'hui? Et une deuxième question, une personne en précarité énergétique est-elle nécessairement une personne dont on constate qu'elle a du mal à payer ses factures? Voilà, deuxième question. Donc, je vous laisse le temps d'y répondre. On y est presque. Ouais, il y avait des bonnes signes. Est-ce que les dernières personnes veulent se lancer? Allez, je ferme le quiz. Eh ben, c'est très bien. Je vois que vous êtes en majorité à avoir eu la bonne réponse. Donc, sur le nombre de personnes qui sont en précarité énergétique en France aujourd'hui, c'est bien 12 millions de personnes, soit environ 5 millions de ménages, un peu moins d'un cinquième de la population, mais quand même un nombre extrêmement important. Et donc, on peut voir l'ampleur du problème et l'ampleur de la tâche qui reste à accomplir pour les aider à en sortir. Ensuite, une personne en précarité énergétique n'est pas nécessairement une personne qui a du mal à payer ses factures, tout simplement parce qu'on constate une chose lorsqu'il s'agit de précarité énergétique, c'est que beaucoup en fait se privent et donc ne peuvent ne pas être identifiés comme en précarité énergétique, notamment par leur fournisseur d'énergie, par exemple. Donc, les cas de figure qui se présentent pour les personnes en précarité énergétique peuvent être très variés. Et donc, on va pouvoir regarder ça un petit peu plus en détail tous ensemble. Donc là, c'est la slide suivante. Je vais me permettre de fermer ça. Donc, être en situation de précarité énergétique, donc il y a une définition qui est proposée par la loi. Être en situation de précarité énergétique, une personne qui éprouve des difficultés, qui éprouve dans son logement, des difficultés particulières à disposer de la fourniture d'énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'habitat. Donc, en général, donc, des personnes qui n'ont pas les moyens de payer des factures d'énergie et une consommation en parallèle qui leur permettrait de se chauffer correctement. Et puis, d'autre part, un logement qui, trop souvent, même si on chauffe à fond, ne permet même pas d'accéder à une température qui soit correcte. Donc, la précarité énergétique, on le considère comme un cercle vicieux. C'est en ça que le graphique qui vous est montré juste à côté démontre ça. Il y a beaucoup de conséquences en fait, liées à la précarité énergétique. Enfin, du moins, ça peut être très facile pour quelqu'un de tomber dans cette situation-là, de par une chute de ressources, un problème familial, la perte d'un emploi, etc., qui peuvent entraîner de l'endettement, des impayés, qui entraînent donc peut-être aussi de la non-consommation, donc en fait, voilà, de la privation de chauffage, et donc le sentiment de froid, donc l'inconfort dans son logement, un logement qui peut se dégrader à cause de ça, parce que si on ne chauffe pas son logement à force, l'humidité, etc., aura des conséquences sur le bâti. Il peut y avoir des intoxications, on a beaucoup de pathologies aussi qui peuvent se développer, des maladies respiratoires, des rhumatismes, mais aussi des cas de dépression très forts, des problèmes pour les enfants qui sont à l'école, donc avec du décrochage scolaire, et voilà, de l'inconfort, clairement. Et c'est une situation, lorsqu'on est dedans, il peut être très difficile d'en sortir, et c'est pour ça que
Il fallait que Énergie Solidaire soit intelligent dans sa façon d'adresser cette problématique. Et donc, c'est ce qu'on va voir un petit peu plus tard. Pas plus tard que tout de suite. Pardon, je vais un peu trop vite. Alors, le projet Énergie Solidaire, qui était au départ un projet, maintenant qui est devenu un fonds de dotation et qui fonctionne très bien là, depuis à peu près 2 ans, c'est d'abord plusieurs constats. C'est que comment la précarité, il y a beaucoup de, on pourrait penser que pour lutter contre la précarité énergétique, il suffit de payer ce qui n'a pas été payé pour ces factures d'énergie. Or, il ne s'agit pas que de ça. On se rend compte que pour sortir durablement des personnes en précarité énergétique, il leur faut un accompagnement humain adapté à leurs problèmes et sur la durée. C'est souvent des accompagnements qui sont portés par des acteurs associatifs qui parsèment le territoire en France, qui proposent justement ces accompagnements adaptés, mais elles manquent de financement, comme beaucoup d'associations, pour mener leurs actions à bien. Et puis, quand on regarde l'étendue des problèmes, 12 millions de personnes, on se dit que de toute façon, elles n'ont pas les moyens d'aller vers l'ensemble de ces populations-là. Deuxième constat, c'est qu'on a une transition énergétique qui est en cours avec beaucoup d'acteurs qui en font partie, qui sont partie prenante, mais pour autant, ils sont très peu impliqués sur cette cause-là. Et donc, face à ces différents constats, on a travaillé avec les acteurs des professionnels de la précarité énergétique. On s'est dit, en fait, au lieu de réinventer l'eau chaude, entre guillemets, ce qu'il fallait faire, c'était plutôt appuyer et soutenir les formes d'accompagnement existantes au travers de la collecte de dons et du reversement donc, de ces dons, bien sûr, dans un second temps. Et donc, on s'est dit, on va essayer de créer des liens de solidarité entre les différentes parties prenantes à Enercop, les consommateurs d'énergie d'une part et les producteurs d'énergie d'autre part. Et donc, 2 formes de collecte ont été développées. La première, c'est le microdon sur consommation d'énergie. Donc, les clients de la coopérative, les particuliers en tout cas, qui le souhaitent peuvent souscrire à un don sous la forme de 1 centime par kilowattheure consommé au bénéfice d'Énergie Solidaire et des associations de lutte contre la précarité énergétique. Et d'autre part, du don d'énergie, cette fois à destination de certains producteurs, vous le verrez, qui peuvent nous donner une partie de leur production. Et la valeur de cette production peut être ensuite fléchée vers des actions de lutte contre la précarité énergétique. Donc, pour commencer, je vais vous parler du microdon sur consommation d'énergie, qui a été lancé en septembre 2018. Et donc, depuis le lancement de microdon sur consommation d'énergie, à ce jour, on est à un peu plus de 3150 microdonateurs à peu près, dont une grande majorité sont sociétaires. Ça, on a fait une petite enquête auprès de nos donateurs pour en savoir un peu plus sur eux. Et c'est les résultats qui sont ressortis. C'est une donnée intéressante. On arrive à collecter environ 9 000 euros mensuellement, chaque mois, un peu plus à l'heure actuelle. Et depuis 2019, donc 1 an après avoir commencé à collecter les dons, parce que c'est des petits dons, donc il faut du volume un petit peu pour faire des enveloppes conséquentes. Depuis 2019, donc on a redistribué 120 000 euros à 6 associations, dont vous voyez les logos qui s'affichent ici, pour des actions très variées. Donc les compagnons bâtisseurs, en Rhône-Alpes, alors les compagnons bâtisseurs, c'est une association qui promeut l'auto-réhabilitation accompagnée et donc qui fait appel à des réseaux de bénévoles et ainsi que des artisans pour former, pour accompagner, puis pour mettre la main à la pâte, pour réaliser une partie des travaux avec les ménages, pour ainsi réduire les coûts et permettre une rénovation plus ambitieuse de voir le jour. Donc là, il s'agit d'un public d'agriculteurs en particulier, donc ça se passe en Auvergne-Rhône-Alpes. Le GFOSAT, qui est une association qui est basée sur Montpellier, qui dispose d'un fonds d'aide aux travaux. Et là, il s'agit d'un programme d'ARDAR, il s'agit d'un programme qui permet de remplacer des postes de froid complètement obsolètes et énergivores dont disposent les ménages en précarité énergétique avec des postes de froid beaucoup plus efficaces et qui permettent à la fois de moins polluer puis d'avoir une meilleure conservation des aliments. Et donc voilà, c'est souvent un préalable à un accompagnement de plus long terme de ces ménages. Quercy Énergie, qui est une association qui est basée dans le Lot, et donc là qui fait tout un travail sur les relations entre la santé et la précarité énergétique. Il s'agit d'avoir une femme qui s'est formée au métier de conseillère médicale en environnement intérieur et donc qui peut s'associer avec Quercy Énergie, qui eux ont des compétences plutôt techniques, pour essayer de faire le lien entre les pathologies qu'on peut constater chez un ménage et puis la condition de l'habitat d'autre part.
Et c'est un préalable souvent à ce que des choses puissent se passer pour ces ménages. Enerter, c'est une association donc, qui fait partie des lauréats de notre dernier appel à projet 2020. Eux aussi font de l'auto-réhabilitation accompagnée au départ. Ils développent aussi des filières d'écomatériaux sur le territoire. Et donc là, c'est un projet qui vise à proposer donc, des rénovations complètes et performantes du niveau BBC minimum à des ménages très modestes. Un scénario de rénovation très ambitieux pour des ménages très modestes, donc en faisant appel à toute une batterie d'aides et puis bien sûr aussi à quelques bénévoles qui vont pouvoir mettre la main à la pâte et aussi réduire les coûts. On a une autre association qui s'appelle Synergie, qui est en Mayenne, et qui, eux, vont faire un petit peu pareil que ce que fait Enerter, c'est-à-dire ils vont proposer de la rénovation complète et performante de type BBC à des ménages très modestes sur le territoire de Mayenne. Et dernièrement, Alliance Citoyenne, donc autre lauréate de notre dernier appel à projet, donc de l'année dernière, alors là, qui est une association qui va s'adresser à un public de locataires et de propriétaires du parc privé. Et l'idée, c'est d'organiser les locataires avec des méthodes de community organizing. L'idée, c'est à la fois d'acculturer les locataires sur l'énergie et ensuite d'arriver à les organiser ensemble pour qu'ils puissent parler d'une seule voix et ensuite peser sur peser, avoir une certaine influence sur les ambitions de travaux de rénovation qui peuvent être faites par le propriétaire. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est des actions qui sont très variées, mais qui donnent un peu une idée de comment est-ce qu'on peut adresser ces questions de précarité énergétique en France. Donc, ce n'est que le début, bien entendu. Alors, vous allez me dire, ces associations, comment est-ce qu'on les a sélectionnées? Est-ce que c'est juste parce qu'on les connaît, etc. Comment ça marche? Et Énergie Solidaire, peut-être que vous êtes quelques-uns à vous poser la question, mais qui compose Énergie Solidaire? Comment ça marche, etc. Donc, revenons un petit peu à ça. Énergie Solidaire, c'est un fonds de dotation, comme je vous l'ai dit, qui dispose d'un conseil d'administration. Un fonds de dotation, c'est comme une fondation. Entre la fondation et l'association, c'est un fonds de redistribution. On collecte et on redistribue. Donc, un conseil d'administration, tout d'abord, composé des Amis d'Enercop, parce que c'est l'association qui a créé le fonds. Donc, on est propriétaire du fonds. Et bien sûr, la coopérative Enercop, donc en tant que partenaire principal d'Énergie Solidaire. Et ensuite, on a une équipe opérationnelle donc, qui est composée de moi-même et de Marianne Barret, qui participe à l'heure actuelle aujourd'hui, qui va répondre à certaines de vos questions. Et donc, nous, on s'occupe de toute la gestion opérationnelle du fonds. Donc, on est tous les deux salariés. Et ensuite, un petit peu le cœur de ce projet, c'est ce comité d'engagement. Et en fait, aux Amis d'Enercop et puis à Énergie Solidaire, on s'est dit que nous, on n'était pas des spécialistes, du moins, on n'est pas les plus spécialistes de la précarité énergétique en France, et on aurait tout intérêt à bien s'entourer avec des structures qui travaillent là-dessus, sur cette thématique depuis des années et des années, pour nous aider à identifier quels sont les trous dans la raquette que peut avoir la lutte contre la précarité énergétique en France. Connaître un petit peu l'écosystème des différents partenaires financiers, ceux qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas tel ou tel type d'action sur tel ou tel type de territoire. L'idée, c'est d'être là où, pour Énergie Solidaire, d'être le plus utile là où il y a des besoins et on constate des besoins. Donc, dans ce comité d'engagement, on a impliqué plusieurs structures. Donc, d'abord, dans un collège des experts, on a la Fondation Abbé Pierre qui travaille avec nous, Solia, un opérateur de l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat, Doremi, qui est issu de Negawatt, une association locale de l'énergie du climat qui est basée à Montreuil, en région parisienne, et puis l'Agence nouvelle des solidarités actives. Donc, tout travail sur les questions de la rénovation, de la précarité énergétique et la question du logement. Et au travers de leurs compétences, ça nous donne beaucoup d'informations et surtout, ça nous aide à décider de quels axes, quelles priorités d'action doit avoir le fonds. On a un collège ensuite des mécènes parce qu'au début, Énergie Solidaire et les Amis d'Enercop ont été soutenus par des fondations privées. Donc, pendant quelques années. Donc, on a la Fondation Rexel et la Fondation Schneider Electric qui sont toujours actifs avec nous, même si on n'a plus de convention de partenariat nécessairement. Ce sont nos partenaires historiques. Et comme c'est des acteurs qui financent aussi des associations de lutte contre la précarité énergétique, c'est toujours intéressant de savoir où est-ce qu'elles vont. Donc, elles participent aussi à toutes nos réflexions. Et bien sûr, pour finir, et pas des moindres, le collège des microdonateurs et microdonatrices. Donc, c'est 3 personnes qui ont été tirées au sort
parmi les volontaires et nos microdonateurs qu'on avait à cette époque-là, qui sont tirés au sort pour 2 ans, donc pour faire partie de ce comité d'engagement. Alors, ce comité d'engagement, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, le comité d'engagement, il va essayer d'identifier quelles sont les thématiques des appels à projets qu'on va pouvoir lancer chaque année. Donc là, dernièrement, par exemple, donc l'appel à projet de 2020, la thématique, c'était une rénovation complète et performante pour les ménages très modestes, d'une part, et d'autre part, c'était des actions qui visent des actions de médiation à destination des locataires et des propriétaires du parc privé en vue d'une rénovation thermique du bâtiment. Voilà. Et donc, c'est tout ce petit monde qui discute et qui identifie quelles sont les thématiques de notre futur appel à projet. Et une fois qu'on a identifié les thématiques, il s'agit d'identifier quels sont les critères qui font qu'un projet aura plus de chances d'être soutenu par Énergie Solidaire qu'un autre. Est-ce que c'est la dimension partenariale? C'est le fait d'avoir beaucoup d'expérience? Est-ce que c'est le fait d'avoir une approche innovante? Voilà, toutes ces questions-là, on se les pose en interne et ensuite on les couche sur le papier. Ça intègre le dossier en fait, de candidature pour la réponse aux appels à projets. Et bien sûr, en bout de course, lorsqu'on a reçu toutes les candidatures et qu'on les traite, nous, en interne, avec Marianne, et avec un peu, pourquoi pas, l'aide aussi de notre conseil d'administration. Ensuite, ce sont ces 3 collèges, donc ce comité d'engagement, qui va sélectionner les lauréats. À la fois sélectionner les lauréats et puis nous donner, et nous indiquer quel sera le montant de l'aide à apporter par Énergie Solidaire. Donc, vous voyez, à travers de ce fonctionnement, on s'appuie beaucoup sur ces structures venues de l'extérieur, mais qui nous permet vraiment d'avoir une approche à la fois collaborative et puis pertinente au regard de l'ensemble des acteurs qui composent ce champ de la lutte contre la précarité énergétique en France. Alors, je vais vous parler cette fois, on va passer à une autre forme de collecte à Énergie Solidaire qu'on a développé en 2018 environ, ça a commencé en 2018, qui est très importante parce que ça permet d'associer aussi les producteurs d'énergie renouvelable à cet élan de solidarité. On a imaginé un processus qui consiste pour un producteur d'énergie renouvelable, au lieu de revendre son énergie à Enercop, en fait, au lieu de le revendre, il le cède à titre gratuit. Et ensuite, Enercop, au lieu de rémunérer le producteur au regard du volume d'énergie qu'on lui a donné, il vient rémunérer Énergie Solidaire. Et nous, Énergie Solidaire, on a pour rôle, et en contrepartie, on propose d'identifier sur le territoire où l'énergie est produite des actions de lutte contre la précarité énergétique et de reverser les sommes issues de cette opération à ces associations-là. Donc, c'est une façon le développement des renouvelables et le développement de ces moyens de production génère plus d'énergie renouvelable, bien entendu, mais aussi qu'il y ait une dimension solidaire et sociale à cette production. Et donc, 2 types de producteurs sont concernés. D'abord, les producteurs en autoconsommation collective ou individuelle. Alors ça, c'est vrai pour les producteurs publics et comme privés, des collectivités ou des entreprises. Et puis, en fait, sinon, tout autre producteur qui souhaiterait nous donner une partie de sa production. Voilà. Peut-être dans une bonne année, tout ce qui dépasse un certain seuil et qui ne rentre pas dans leur modèle économique, par exemple. Et donc tout ça, ça permet de faire une redistribution au local et d'avoir des bénéfices sociaux de cette production. Alors, un premier exemple, c'est une collectivité, la commune d'Itzak, dans le Tarn, qui a installé des panneaux solaires en autoconsommation sur la mairie. Donc là, le bâtiment que vous voyez. Et il y a plusieurs postes de consommation. Il y a la cantine de la mairie, il y a l'école et il y a l'église. Et donc, chaque année, comme toute production d'autoconsommation, collective individuelle, ça génère des surplus. Tout n'est pas consommé. Et donc, c'est ces surplus qui sont donnés à Enercop par la commune d'Itzak. Et Enercop nous reverse la valeur de cette énergie. Et là, en l'occurrence, en 2020, on a pu reverser 111,50 € au Secours populaire de Gaïa, qui est tout proche, avec un engagement d'essayer de flécher ces sommes-là vers des aides en lien avec l'énergie. Ensuite, on a Céléwatt, qui est un producteur citoyen qui est basé dans le Lot. Alors, eux, c'est différent. Donc, ils ont des grappes de parcs solaires citoyens, encore une fois. Et donc, ils revendent l'entièreté de leur énergie à Enercop. Néanmoins, lors des belles années, c'est-à-dire on a défini un seuil au-dessus duquel
lorsque c'est les watts produits au-delà de ce seuil, tout ce qui est produit va faire l'objet d'un don. Donc, il donne cette production à Enercop qui, encore une fois, nous reverse la valeur de cette énergie. Donc en 2020, on a pu récupérer 265 euros et en 2021, 103 euros. Et on a monté une action spécifique avec l'association Quercy Énergie qu'on a cité un petit peu plus haut parce qu'ils sont à la fois partenaires, parce qu'ils sont partenaires d'énergie solidaire dans le cadre, enfin, ils avaient été lauréats d'un de nos appels à projets, donc on les connaît bien. Et l'idée de l'action qui est soutenue, c'est de distribuer des kits d'économie d'énergie à 10 familles en précarité énergétique qui auront été identifiées au préalable et d'organiser des visites ensuite euh, au cours desquelles voilà, les personnes qui ont pu bénéficier de ces kits d'économie d'énergie seront bien entendu invitées avec d'autres personnes. Mais l'idée, c'est de créer du lien entre Quercy Énergie, d'une part, qui travaille beaucoup sur les questions de précarité énergétique, et puis leurs voisins, c'est les Watts, un projet citoyen donc de production d'énergie renouvelable. Et puis, voilà, de marier un petit peu ces deux structures qui, après tout, vont dans le même sens qu'une transition énergétique aboutie. Voilà. Et donc, une dernière question. Alors là, on prend un petit peu de hauteur. Alors, comme vous avez pu le voir, le constater, en tout cas, on a pas mal parlé de rénovation énergétique. Et là, ce qu'on vous propose, d'une certaine manière, c'est de prendre un petit peu de hauteur et de regarder un petit peu quelles sont les conséquences de l'inaction, on va dire, à l'échelle de l'Union européenne sur les bâtiments, l'absence de rénovation. Et donc, la question qu'on vous pose, c'est quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'UE qu'on peut imputer au bâtiment. Voilà. Donc, je vous laisse y répondre. Il manque quelques personnes pour répondre. Allez-y, lancez-vous, hein. De toute façon, c'est anonyme, donc. Ah, si vous voyez pas le quiz, là, j'ai pas trop Vous ne voyez de pas? solutions. Bah, il y a, a Pas non priori, plus. Chantal qui ne le voit pas, mais il y a quand même des gens qui ont répondu. Bah, je vais, je, hop, et voilà les résultats. Alors, moi, je ne les vois pas, du coup. Alors, on a eu une réponse pour 12%, 12 réponses pour 26% et 7 réponses pour 36%. C'est donc le 26% qui est majoritaire. Et ben, c'est loupé. C'était 36%. Voilà, malheureusement, le pire pourcentage voilà, parmi les trois proposés. En fait, c'est bien ça, c'est 36% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de l'UE sont imputables au bâtiment. Et donc, on constate une chose, c'est que la précarité énergétique, s'il y a 12 millions de personnes qui sont touchées en France, vous pouvez imaginer qu'à l'échelle européenne, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de personnes qui sont concernées. Et quand on constate que 36%, que ça représente 36% des émissions de gaz à effet de serre, on se dit que lutter contre la précarité énergétique, c'est non seulement une urgence sociale, mais c'est aussi une urgence environnementale. Car si on rénovait de façon vraiment ambitieuse le parc de logement, d'abord des personnes en précarité énergétique, parce que c'est celles qui en souffrent le plus de cette situation, et ensuite de l'ensemble des bâtiments, et ben vraiment, on pourra avoir un poids, vraiment un poids énorme sur les émissions de gaz à effet de serre qu'on constate encore à l'heure actuelle. Donc, c'était sur cette chouette note que je voulais terminer cette présentation. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, Kevin. Du coup, on va passer au moment de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à utiliser le chat pour poser toutes vos questions. On en a déjà eu quelques-unes. Notamment, c'était combien vous recevez de candidatures pour un appel à projet et puis plus globalement, comment ça se passe en fait l'appel à candidature? Est-ce que il y a des thématiques spécifiques, des demandes spécifiques, hein, voilà. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Oui, alors, dans le cadre de notre dernier appel à projet, on a eu, il me semble, 17 candidatures, quelque chose comme ça.
enfin 17 candidatures. On a fonctionné un peu différemment l'année dernière. En fait, le problème pour les associations qui veulent répondre à des appels à projets, c'est que souvent ça peut prendre vachement de temps, beaucoup de temps en fait, pour monter des dossiers, réfléchir au projet, et pour beaucoup, c'est une mise en concurrence, et donc il y a moins de lauréats que de personnes, d'associations qui postulent. Donc on s'est dit qu'on allait faire d'abord un premier tri. Donc, on avait proposé une réponse, enfin, une candidature plutôt légère en répondant à un peu certaines questions. L'idée, c'était de savoir si elle collait avec la thématique du fond, si c'était bien une réponse qui collait à la philosophie de l'appel à projet qu'on avait lancé. Et ensuite, on a présélectionné donc une quinzaine de structures sur la base d'une vingtaine pour rendre un dossier plus complet cette fois, en vue après d'une sélection. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en effet, on fonctionne par. Donc, chaque année, on fait un appel à projet. Et chaque année, on va réfléchir à quelles sont les thématiques de l'appel à projet qu'on va vouloir soutenir, qu'on va vouloir lancer. Et donc, on ne sait pas à l'avance. Là, par exemple, cette année, je ne peux pas vous dire encore à quoi ressemblera l'appel à projet de 2021. Donc, c'est au sein du comité d'engagement, et puis avec un peu l'implication du conseil d'administration aussi. On discute ensemble de quelles devraient être les priorités d'action d'énergie solidaire. Est-ce que c'est soutenir des visites à domicile pour repérer des ménages en situation de précarité énergétique? Est-ce que c'est financer du reste à charge, une partie en fait des budgets nécessaires à la rénovation? Donc pour des ménages très précaires ou dans une situation très compliquée, souvent le reste à charge peut être un frein, hein, au passage à l'acte. Est-ce que c'est des actions de médiation à destination plutôt des locataires, parce qu'on peut estimer que les propriétaires peuvent disposer, enfin ceux qui sont propriétaires et occupants de leur logement ont peut-être plus de prise, hein, sur la possibilité d'une rénovation en obtenant des aides de l'État, etc. Vous êtes au courant des aides qui peuvent exister. Et donc voilà, c'est un peu au regard des discussions qu'on a, au regard de ce qui existe par ailleurs en termes de lutte contre la précarité énergétique en France à l'instant T, qu'on prend cette décision. Voilà, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci Kevin. On a quelques questions sur le don d'énergie. D'abord, comment ça se concrétise un surplus d'énergie? Qu'est-ce que ça veut dire un surplus d'énergie? Et après, est-ce que pour le don d'énergie, est-ce que le producteur doit-il être client d'Enercop impérativement pour pouvoir faire un don d'énergie? Je vais répondre déjà à la deuxième question directement. Non, il n'a pas besoin d'être client Enercop. Par contre, c'est vrai que il peut y avoir des discussions sur est-ce que vous ne voulez pas prendre une part de sociétariat chez Enercop, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, comment ça fonctionne? Donc, pour l'autoconsommation collective, donc l'idée, c'est de produire et de consommer sa propre énergie. Mais il y a toujours un delta, il y a toujours une énergie qui est produite, mais qui ne sera pas consommée. Alors souvent, c'est pas des volumes extraordinaires, hein. La plupart de l'énergie est consommée, néanmoins, ces surplus-là, c'est là qu'on s'est dit, ils peuvent être comptabilisés. En fait, normalement, s'ils ne sont pas donnés ou vendus, enfin, donnés à Enercop ou vendus à Enercop, ils sont juste réinjectés sur le réseau Enedis. Mais ils sont comptabilisés. Et donc, l'idée, c'est encore une fois, c'est pour que le producteur, au lieu de revendre son surplus, eh bien, il le donne. Sauf qu'il n'est pas rémunéré contre son énergie, c'est l'énergie solidaire qui est rémunérée, entre guillemets. Et nous, on reverse l'entièreté de cette somme à une association locale, agissant locale. Et pour le cas de Céléwatt, par exemple, donc eux, ils produisent un volume donné chaque année. Donc, ça dépend quand même des conditions d'ensoleillement. Ils avaient défini un scénario, positif, enfin, le meilleur scénario possible. Donc, ils estimaient qu'ils pouvaient aller jusqu'à une production de 100 MWh par an. Et puis, il se trouve qu'une année, la production est allée au-delà de ce seuil qui avait été défini. Et donc, c'est l'opportunité qui a créé cette forme de collecte. Parce que donc on a contractualisé avec eux, donc le producteur contractualise avec Enercop pour dire l'énergie correspondant à ce surplus sera donnée et non pas vendue. Et nous, on est aussi, on a un contrat tripartite, donc c'est-à-dire qu'on est aussi dans la boucle. Enercop s'engage à reverser dans ce contrat la valeur de cette énergie à Énergie Solidaire. Et Énergie Solidaire, encore une fois, s'engage à le reverser au local pour des actions de contre la précarité énergétique. Ok. Alors, on a une question sur aussi le type de suivi pour les actions soutenues par le fonds. Qu'est-ce que vous faites comme type de suivi? Est-ce que vous arrivez à faire une estimation à peu près des bénéfices obtenus en termes d'émissions de gaz à effet de serre, de lutte contre la précarité énergétique? Oui, alors on fait un suivi, bien entendu. Alors
Lorsqu'un projet est sélectionné par le comité d'engagement, déjà, donc, il a dû remplir un dossier de candidature dans lequel il prend quand même certains engagements sur ce qu'il propose, en échange d'une subvention qui lui sera peut-être ou pas accordée. Mais dans le cas où elle s'est accordée, on signe un contrat dans lequel il est bien stipulé que l'association s'engage à accompagner tant de ménages avec un objectif de bénéfice à tirer pour le ménage en termes d'économie d'énergie réalisée, en termes de volume de chantier réalisé, ce genre de choses-là. Et ensuite, après, lorsque l'action commence, l'idée, c'est de toujours, pour Énergie Solidaire, d'être toujours en contact avec les porteurs de ces projets, de ces associations, pour savoir comment ça se passe, si elles sont en phase avec le calendrier qu'elles s'étaient fixé au départ, etc. Et donc là, on est dans un cas de figure où nous, on a donc lancé, on a sélectionné nos premiers lauréats, notre premier appel à projet, donc c'était en 2019. Et donc, c'était pour des projets qui devaient commencer en 2020. Comme vous le savez, cette année 2020, l'année 2020 a été particulièrement compliquée, surtout quand on veut faire de l'accompagnement social et qui nécessite des visites à domicile, des ménages, notamment, etc., la réalisation de chantiers, la mobilisation de bénévoles, ce genre de choses-là. Et ça n'a pas été facile du tout. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est à l'écoute, en fait, des associations, des problèmes qu'elles rencontrent. On s'adapte. Et ensuite, bien entendu, c'est contractuel, hein. Elles sont tenues d'envoyer, de nous transmettre en tout cas un bilan de l'action réalisée lorsque le contrat, enfin, le partenariat arrive à son terme. Et donc c'est des indicateurs, on va dire, qui permettent de savoir si l'action est réalisée, si elle a été bien réalisée, puis surtout si elle est facteur de succès. Mais alors, c'est difficile, parfois, a posteriori, d'avoir une mesure précise des émissions de gaz à effet de serre économisées, enfin, du moins qui ne sont pas l'énergie qui n'est pas rebalancée dans l'atmosphère. Par contre, on peut avoir après coup, donc peut-être avec quelques mois, quelques semaines plus tard, après les premières factures d'énergie, après rénovation par exemple, se rendre compte en fait des économies que ça va générer pour le ménage. Donc en fonction des actions qui sont réalisées, on aura une batterie d'indicateurs qui seront différents. Et il y a des indicateurs qui sont estimés, des indicateurs qui vont pouvoir être mesurés. Mais encore une fois, ça dépend vraiment c'est au cas par cas un petit peu. Mais on arrive quand même à déceler si une action a été utile, si elle a été efficace et si les ménages qui ont pu en bénéficier s'en portent d'autant mieux. Voilà. Mais c'est fait systématiquement. Ok, merci. Une question, pourquoi est-ce que vous choisissez de changer de thématique pour l'appel à candidature chaque année? Est-ce que c'est pas un peu lourd et compliqué pour les associations partenaires? C'est qu'en fait, alors c'est une possibilité, on aurait très bien pu sélectionner un mode opératoire, un type de public, on va dire, nous on va s'intéresser aux propriétaires occupants et on va s'intéresser aux personnes les plus en difficulté et on va les aider à faire tous les travaux de rénovation, monter tous les dossiers possibles et imaginables, obtenir toutes les aides possibles et imaginables pour arriver à des travaux de rénovation performants. Néanmoins, étant donné qu'on est nouveau aussi un peu, Énergie Solidaire, ça a été créé en 2017, on a commencé à soutenir des associations qu'en 2019. On s'est dit qu'il fallait qu'on explore un petit peu aussi le champ des possibles en termes de lutte contre la précarité énergétique et qu'on soit en ville, qu'on soit en campagne, c'est pas pareil. En ville, il y a beaucoup plus de locataires qu'en campagne, les gens sont plutôt ont plus tendance à être propriétaires de leur logement. En fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on s'adresse à tout le monde d'une certaine manière. On ne peut pas mettre de côté les locataires du parc social ou des parcs privés nécessairement. C'est-à-dire, on ne va pas dès maintenant décider de mettre toute une partie de la population de côté, entre guillemets. Néanmoins, pour l'instant, le fonds fonctionne comme ça, avec un appel à projet chaque année, avec une thématique qui est choisie chaque année, mais il n'est pas impossible qu'on décide de choisir une thématique pendant 3 ans, par exemple, ou alors de faire un appel à projet, mais de soutenir ces associations pendant une durée plus longue, et donc de faire un appel à projet tous les 2 ans, au lieu d'en faire tous les ans. Enfin, tout ce genre de choses, c'est des réflexions qu'on a encore en interne, qu'on n'a pas encore tranchées.
Mais les associations, souvent, sont spécialisées dans un type d'action. Et donc c'est bien qu'elles puissent se sentir concernées par l'association de nos appels à projets. Si elles n'étaient pas éligibles au premier, peut-être qu'elles sont éligibles au deuxième, et ainsi de suite. Ok. On a une question sur le ratio entre le coût de gestion du dispositif et l'argent qui reste distribué aux bénéficiaires. D'accord. Oui, alors ça, c'est un sujet très important. Peut-être que certains d'entre vous sont microdonateurs depuis un certain temps. Vous le savez peut-être, donc en 2019, dans la phase de développement du fonds de dotation, donc on a commencé à collecter en 2018, un petit peu, etc. Et en fait, le fonds et l'association des Amis des Mercop, donc qui m'emploie, vivaient que des fondations extérieures qui nous aidaient, qui nous apportaient des subventions dans le cadre du développement de ce fonds, de ce programme. Néanmoins, les fondations d'entreprise se sont désengagées petit à petit et on a eu des difficultés à lancer le microdon. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu un moment donné où on s'est retrouvé avec beaucoup moins de ressources d'un côté et puis des ressources de microdon qui ne croissaient pas assez vite, entre guillemets, parce qu'on l'avait lancé bien plus tard que ce qu'on avait pu espérer au départ. Et donc, on a alloué à peu près 50%, un peu moins de 50% des microdons qu'on a collectés sur 2019 aux frais de gestion. Donc, il y a eu 30 000 euros qui ont été reversés. L'énergie solidaire. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce qu'en 2020, on est à peu près à 100% des microdons qu'on a collectés auprès des clients d'Enercop, donc environ 90 000 euros, qui a été reversé à hauteur de 90 000 euros, encore une fois, à 3 associations de lutte contre la précarité énergétique. Il y en a une qui a obtenu 35 000 euros, l'autre 25 000 et l'autre 30 000 sur 2 ans. Et donc, c'est ça qu'on souhaite. Ce qu'on souhaite, c'est que on puisse garantir à nos microdonateurs que la très très grande majorité de ce qu'ils vont nous donner ira directement à des associations de lutte contre la précarité énergétique. Ensuite, nous, on développe des partenariats ailleurs, et notamment avec l'ENERCOP, qui est notre partenaire principal, notre meilleur soutien, pour justement permettre ça, ce modèle. Maintenant, Énergie solidaire, c'est un projet qui est né il y a quelques années, qui croît d'année en année, et on espère qu'on pourra reverser plus que ça encore. Voilà. En tout cas, on est très attentif au fait que la majeure partie de nos ressources soient allouées à la lutte contre la précarité et pas au reste. Après, c'est pas facile à créer ces conditions-là, mais on y travaille. En tout cas. Ça marche. On a une question sur savoir sur quels critères on calcule les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments. Alors, je sais pas. Bonne question. Alors, je pense qu'on évalue les déperditions, on évalue déjà, on regarde les consommations énergétiques du bâtiment à l'instant T, hein, ou peut-être sur une année complète pour que ça comprenne aussi les périodes d'hiver, si le chauffage est électrique, ce genre de choses-là. Et puis, on analyse en fait tous les ponts thermiques, hein, on regarde tout ça, et peut-être aussi on constate les températures à l'intérieur. On va associer aux consommations énergétiques constatées. Et puis, avec quelques calculs savants et des indicateurs bien pertinents, on arrivera à calculer à peu près les émissions de gaz que ça représente dans l'atmosphère pour ce bâtiment-là. Néanmoins, là, je vous ai dit ça, j'ai réfléchi un peu à haute voix. Si vous voulez, on pourra revenir vers vous pour répondre à cette question plus en détail. Oui, d'ailleurs, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à nous recontacter ou si vous êtes sociétaire, à poser vos questions sur le village aussi, hein. C'est toujours là pour ça. Une petite question, c'était une petite remarque d'André qui disait qu'on a l'impression que les pouvoirs publics n'ont pas les mêmes chiffres sur la précarité énergétique que nous parce que vu les politiques qu'ils mettent en place, est-ce que tu as des éléments là-dessus sur les politiques Ouais. d'aide à la rénovation Disons que même pour le chiffre de 12 millions de personnes en précarité énergétique, il y a quelques années, en fait, l'ONPE, donc c'est l'Observatoire national de la précarité énergétique, c'est l'organisme qui est lié à l'ADEME,
qui évalue le nombre de personnes en précarité énergétique. Mais normalement, on regarde trois critères qui sont la part du revenu, mais aussi les sensations de froid, est-ce que vous avez eu froid plusieurs jours d'affilée pendant l'année, ce genre de choses-là. Dans l'INER, il y en a trois critères. Et il y a 2 ans, 2 ou 3 ans, ils n'ont pris en considération qu'un seul critère. Et de 12 millions de précaires énergétiques, on est passé à 7,6 millions. Donc, comme ça, d'un coup de baguette magique. Donc, on savait que les statistiques, ça pouvait être trompeur. Les chiffres, on peut leur faire dire n'importe quoi. Là, c'était un peu ça qui s'était passé. Maintenant, pour ce qui est des dispositifs, c'est ça hein, la question, Nina. Quels sont les dispositifs qui existent pour l'aide à la rénovation énergétique? Oui, c'est ça. Enfin, en tout cas, est-ce que tu as là-dessus peut-être des billes sur ce que fait le gouvernement? Quelles sont les politiques publiques sur ça, sur la rénovation? Oui, alors le gouvernement, son action principale, c'est de débloquer, on va dire, un budget chaque année de plusieurs centaines de millions. Là, je vais dire des bêtises, hein, je ne vais pas rentrer dans ces ordres de grandeur-là. Néanmoins, ce sont des aides qui peuvent être mobilisées par les propriétaires de logements qui vont combler environ 50% des travaux de rénovation. Donc, c'est géré par l'Agence nationale de l'amélioration de l'habitat. C'est cet organisme-là qui récupère les dossiers de demande d'aide. Et donc, c'est souvent sous condition de revenus. Il peut y avoir des choses, que les ménages en précarité énergétique ou en deçà d'un certain niveau de revenus peuvent mobiliser plus que des personnes qui n'en ont pas besoin. Donc, en fait, c'est ça. Il y a des aides d'État, mais il va y avoir aussi des aides au niveau régional, au niveau départemental. En fait, en fonction des territoires, les pouvoirs publics mettent en place des dispositifs aussi complémentaires à ce que fait l'État de base. Et l'État, bien sûr, c'est lui qui réglemente et qui décide qu'on a le droit de louer ou pas un logement. Et en l'occurrence, peut-être que certains d'entre vous ont suivi un petit peu la Convention citoyenne, ce qui s'est passé, les propositions qui ont été faites. En l'occurrence, le gouvernement a décidé de ne pas vraiment accorder beaucoup de crédit à ce qui a été proposé. Pas que sur la rénovation énergétique, hein, d'ailleurs, mais sur l'interdiction de louer, sur l'obligation de rénovation, toutes ces choses-là qui pourraient faciliter, en fait, qui pourraient accélérer le processus de rénovation. Pas que pour les propriétaires occupants, mais aussi pour ceux qui louent leur logement, etc. Et bon, voilà, ils ont décidé de mesures qui sont certainement insuffisantes, qui vont dans le bon sens, mais qui sont insuffisantes et qui vont permettre quand même d'inciter les propriétaires à faire des travaux de rénovation dans leur logement. Sinon, dans certains cas, ils pourraient risquer de ne pas avoir le droit de le louer, etc. Voilà, ce genre de choses. Mais donc l'État pourrait faire beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il fait. Très bien. Oui, on a encore quelques minutes ensemble. N'hésitez pas si vous avez des questions encore dans le chat. Hein, ne partez pas avec des regrets de ne pas avoir pu poser votre question, c'est le moment. Pour revenir un peu à une question centrale, mais comment du coup est-ce qu'on devient un micro-donateur pour Énergie Solidaire? Alors, c'est très simple. Et c'est très simple, en fait, il suffit si vous êtes client particulier et que vous êtes en prélèvement automatique avec Enercop, c'est-à-dire que si vos factures Enercop sont prélevées automatiquement sur votre compte, vous pouvez aller sur votre espace client Enercop et sur la page d'accueil, en bas à gauche, vous verrez un petit encart souscrire au microdon avec le logo d'Énergie Solidaire. Et donc, voilà, on vous présente les conditions générales d'utilisation, un petit peu, enfin, on vous dit quelles sont les informations qui vont être transmises par l'ENERCOP à Énergie Solidaire pour qu'ensuite on puisse déclencher le don. Et voilà, ça se fait en quelques secondes, quelques minutes si vous lisez les conditions générales d'utilisation, ce que je vous conseille de faire, bien entendu. Et sinon, ça peut aller très vite, en effet. Et donc, on vous propose 1 centime par kilowattheure, de donner un don de 1 centime par kilowattheure. Donc, en moyenne, les clients, nos microdonateurs donnent 2,8 euros, il me semble, par mois, mensuellement. Mais vous pouvez le modifier à la hausse ou à la baisse. C'est-à-dire, vous pouvez donner que 1 euro si vous souhaitez par mois, et vous pouvez donner 100 euros aussi si vous souhaitez par mois. Donc, quelqu'un, on n'appelle plus vraiment ça un microdon, mais voilà, tout ça, c'est possible. Et nous, une fois que vous êtes devenu microdonateur, vous avez accès à un espace donateur dans lequel il vous est possible de moduler à la hausse et à la baisse et aussi de télécharger votre reçu fiscal, de résilier votre souscription si c'est votre choix de résilier votre souscription. Et puis aussi de nous envoyer un message si vous avez une question à nous poser. Voilà. Mais c'est très simple, c'est à partir de votre espace client. Voilà.
Super, merci. Euh, on a peut-être une question de Chantal qui demande est-ce qu'Énergie Solidaire et Enercop ont la même gouvernance? Alors, non, du tout. Enfin, du moins, on est des structures à part entière. Donc, Enercop est une coopérative, c'est une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif, d'une part. Donc, elle a sa propre gouvernance, hein, avec son conseil d'administration, etc. Et Énergie Solidaire a aussi son CC, un fonds de dotation, donc c'est une structure légale à part entière, qui a aussi sa gouvernance. Et donc, sa gouvernance, elle est composée donc le conseil d'administration d'Énergie Solidaire, c'est les amis d'Enercop, d'une part. Donc, dans les amis d'Enercop, donc là, à, à Énergie Solidaire, on a Anne Bringot, qui est présidente du fonds de dotation. Donc, Anne Bringot, qui travaille au réseau Action Climat, hein, qui travaille sur les questions justement de changement climatique, sur les questions de plaidoyer. On a Marie Moisan, qui travaille au CLAIR, le réseau pour la transition énergétique, qui travaille et qui est notamment coordinatrice du réseau Rappel, c'est le réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement, qui fédère un petit peu tous ces acteurs qui luttent contre la précarité énergétique, qui permet de créer des dynamiques, échanger des bonnes pratiques, etc. Et puis Caroline Prac, qui est administratrice aussi de l'ENERCOP, qui est anciennement travaillée à Oxfam France, et avant ça aux Amis de la Terre, et qui est en charge, qui est notamment en charge de la communication auprès de Cécile Dufaux. Et pour Enercop, au conseil d'administration siège Julien Noé, qui a participé à fonder la coopérative il y a maintenant 16 ans. Voilà. Et donc, ce sont des gouvernances qui sont séparées, bien entendu. Néanmoins, on travaille ensemble en étroite relation. Par contre, les décisions que Enercop prend, elle les prend sans forcément Énergie Solidaire, hein, clairement. Et nous, les décisions qu'on prend, on les prend sans forcément l'avis d'Enercop dans son ensemble. Voilà. Ok, et une dernière question de Bruno qui nous demande si vous avez déjà envisagé des partenariats avec d'autres distributeurs d'électricité, d'autres fournisseurs. Alors, ouais, au tout départ, c'est une question qu'on s'était posée. Et puis petit à petit, il s'est trouvé qu'Énergie Solidaire, c'est vraiment un programme qui est issu de l'écosystème d'Enercop, vraiment imprégné de cette culture alternative. Et aussi et surtout, on pense que Énergie Solidaire a surtout beaucoup à faire avec Enercop et ses clients et ses sociétaires et les producteurs qui sont impliqués, etc., avant d'aller voir d'autres fournisseurs d'énergie pour la très grande partie d'entre eux, la très très grande majorité d'entre eux, on est quand même assez différents sur le niveau des valeurs, etc. Donc pour l'instant, la taille d'énergie solidaire, c'est très bien. On va continuer de travailler avec Enercop. Il n'est pas question pour l'instant d'aller taper à d'autres portes pour proposer le microdon. Et puis d'ailleurs, le microdon, hein, si d'autres souhaitent le proposer, si d'autres fournisseurs d'énergie souhaitent le faire, pour soutenir les associations qui œuvrent sur ce champ-là, on serait très content d'avoir monté l'exemple. Hein. Je pense que c'est pas tout le monde peut monter son petit énergie solidaire d'une certaine manière. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Kevin, et merci à toutes et à tous pour vos questions. Du coup, on va juste lancer un dernier petit sondage de satisfaction, savoir si ça vous a plu et savoir, comme ça, ça nous aide après pour la suite. Voilà, je vous laisse donc répondre à ce dernier petit message, ce dernier petit sondage, pardon, avant qu'on se quitte et qu'on aille profiter de nos soirées. En tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Hein. C'était le premier webinaire depuis mon arrivée aux Amis d'Enercop et le lancement d'Énergie Solidaire. J'étais ravi. Voilà, que vous soyez aussi nombreux aussi. Super. Alors, est-ce que je vais faire... Hop là. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à tout ça. Pour le support, donc ce webinaire il a été enregistré. Donc si vous êtes sociétaire d'Enercop, vous pourrez le retrouver sur le village. Sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Et un grand merci encore à tout le monde. Merci beaucoup, Kevin. Merci aussi à Lucie et Marianne qui sont dans l'ombre, qui répondent à vos questions sur le chat. Et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée, une très bonne fin de semaine et un bon week-end de Pâques. Merci beaucoup.